Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. En ce début de semaine, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à réagir à votre émission en direct sur nos réseaux sociaux, tout cela grâce au hashtag Accès Direct. Bienvenue donc dans cette émission, aujourd'hui un programme chargé puisque nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau d'ici quelques minutes Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, qui nous fera le plaisir de nous accompagner pendant cette première partie d'émission. Puis bien sûr, comme tous les lundis, on retrouvera l'instant sport avec Sébastien Germain qui m'a délégué aujourd'hui quelques résultats. J'espère être à la hauteur. Mais comme chaque soir, on commence avec l'actualité. Et Fanette, bonsoir Fanette. Et ce soir, d'ici quelques minutes, dans le JT, on va commencer à parler d'un bel événement caritatif qu'on connaît bien tous les deux parce que c'était notre reportage de ce week-end. Voilà, on a été y faire un tour ce week-end. C'est Glisse en cœur et puis cette 11e édition est assez incroyable puisqu'il y a eu plus de 100 000 euros par rapport au record déjà de l'année dernière, donc plus de 400 000 euros collectés au profit de l'association TFA, qui est une association lyonnaise qui veut offrir un peu de répit aux familles qui ont un enfant qui souffre de handicap mental. Donc il y avait une super ambiance, du soleil et tout ça pour la bonne cause, donc parfait. L'édition de tous les records. Et puis ensuite un autre reportage, un autre titre qui va intéresser beaucoup de gourmands. Voilà, et toi notamment, hein, c'est un reportage d'Olivia qui s'est rendue dans une des chocolateries artisanales de notre beau territoire. C'est une chocolaterie que tu connais bien, je crois, en plus, hein, Manu. Un petit peu. Un petit peu. Et donc, qui se trouve du côté du col de l'Écheren. Et donc, c'est pour nous donner un petit peu envie avant le week-end de Pâques qui arrive. Je vous engage à rester concentré pour ce reportage parce que justement, il y a des très très belles réalisations dans cette chocolaterie des Bauges. On enchaîne pendant que je te tiens, oui. Hein, je te laisse pas partir, avec la revue de presse. Et aujourd'hui, tu nous as parlé d'un problème de tram. Non, c'est pas un problème. Pour le coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, je suppose que les Genevois vont trouver que c'est une bonne chose. C'est nos confrères de L'Aimant Bleu qui nous proposent un reportage. En fait, les transports publics genevois vont proposer à partir du 9 avril plus de cadence sur les trams. On le sait, il y a un gros problème de circulation à Genève. Donc, à partir du 9 avril, les TPG vont renforcer leur offre avec plus de 160 courses supplémentaires par jour, avec un effort particulier notamment sur les heures de pointe et le samedi après-midi. Un exemple très concret, un tram toutes les 6 minutes au lieu de 10 minutes par exemple sur les lignes 14 et 15 entre 6h30 et 7h du matin. Donc je pense que les usagers vont apprécier. Plus aucune raison d'être à la bourre au travail pour les frontaliers. C'est ça, tout à fait. Avant, il y a la douane quand même. Quand même ça peut jouer en effet. Et puis on part en montagne. On part en montagne puisque je sais que ça allait t'intéresser. C'est Montagne Mag qui nous fait un petit point sur l'ouverture des refuges puisque là, ça y est, le printemps s'installe. Donc c'est la saison idéale pour passer un week-end en refuge, aller faire un petit tour de ski de rando, avec prudence évidemment, parce qu'il y a encore eu des morts ce week-end, on en parlera d'ailleurs dans le JT. Et donc là, c'est le point sur l'ouverture des refuges dans le parc de la Vanoise. Donc ça est à trouver sur le site internet de Montagne Mag. Tu as pris des itinéraires de rando du coup? Tu sais un peu où ça... Oui, mais je ne te dis rien, je vais être sûre d'être pas tranquille. Pas de souci. Et puis toi, on retourne à Genève avec une nouvelle association justement. Ah non, pas tout à fait. Non, j'avais commencé dans l'autre sens. On commence par le Dauphiné avec des postes à pourvoir du côté des Arcs. Exactement. Forcément, moi je vais parler montagne pour changer. Et notamment de la commune des Arcs, donc, qui va inaugurer en décembre prochain son tout nouveau Club Med Panorama. Alors ça fait partie, tu sais, de cette implantation montagne du Club Med qui d'ici 2021 va mettre 19 resorts dans les pays de Savoie, Autriche et Italie. Et là justement, leur nouveau bébé est sur le point de sortir de terre. C'est donc du côté des Arcs et le Club Med qui a fait une énorme campagne de recrutement. 380 postes sont à pourvoir. Alors, ça va des employés de cuisine aux commis, les demi-chefs, du barman, réceptionniste, employés d'entretien, chauffeurs, bagagistes, bref, il y en a pour tous les goûts. Alors, amis saisonniers, n'hésitez plus, il y a plein de journées d'information, notamment les prochaines, ce sera le 4 avril du côté de Moutier et le 5 directement aux Arcs, au pied de la nouvelle structure. Donc, il y a beaucoup de jobs à pourvoir, n'hésitez pas, ça sent comme le bon plan. Et puis donc une nouvelle association à Genève. Exactement. On reste en montagne et on fête aujourd'hui la création de l'association fêtière Genève Montagne. Alors, l'association fêtière, c'est pas qu'ils vont faire la teuf à longueur de temps, c'est juste une sorte de statut, l'équivalent en français de la loi 1901 pour les associations. Mais c'est une vraie reconnaissance pour tous les amateurs de montagne à Genève, car cette structure qui rassemble déjà 6000 adhérents répartis dans une quinzaine de clubs,
Jusqu'alors, c'était vraiment un peu la guéguerre sur les activités. Il y avait le ski club de Genève, la société spéléologique du Genevois, Genève Escalade, Genève Rando, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a une seule et même structure qui va regrouper le tout et qui va faciliter surtout l'accès à la montagne et à toutes les activités de montagne. Donc, on leur souhaite bonne chance. On va essayer de les inviter, ces gens-là. Avec grand plaisir, ça devrait être un bon sujet. Je te laisse te partir, finir de te préparer. Merci beaucoup Fanette et j'accueille Cyril Perleva, notre invité du jour sur le plateau. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes le deuxième plus jeune sénateur de France. 37 ans et déjà de nombreuses casquettes. On va faire un petit rappel petit à petit, et commencer par le local. Vous avez commencé votre carrière en politique comme maire d'Artha-Pont-Notre-Dame, donc aux portes du Genevois français. Et, malheureusement, avec le cumul des mandats, vous avez dû lâcher ce poste avant de partir justement au conseil régional au Sénat. Mais ma première question déjà, c'est en tant que sénateur, est-ce qu'on arrive quand même, malgré l'agenda très chargé, à garder un ancrage, garder un contact avec la population, avec la commune d'où vous êtes originaire ? Écoutez, on essaye de garder cet ancrage. C'est vrai que quand on est maintenant amené à avoir des responsabilités au niveau national et au niveau régional, ça laisse un emploi du temps qui est quand même relativement serré. Mais par contre, moi, je tiens à rester sur ma commune et dès qu'il y a une manifestation, je privilégie systématiquement les événements de ma commune. Oui, ça représente une grosse partie de votre emploi du temps, concrètement ? Non, pas concrètement, parce que Artha-Pont-Notre-Dame, c'est une commune de 1500 habitants et je pense qu'on a une dizaine de manifestations dans l'année. Donc, je peux les faire et rester au contact de mes habitants qui ont été mes premiers électeurs et que, voilà, je leur dire que j'ai toujours Artha dans mon cœur, donc ils ont une place prépondérante. Vous aviez joué un rôle notamment assez imposant, notamment dans le club de foot local, Artha Sport, membre, entraîneur, président, et suite à des fonctions également à l'UEFA. Vous présidez l'association, la fondation UEFA pour l'enfance. J'en suis administrateur. D'accord, administrateur aujourd'hui. Et justement, ça reste vraiment aujourd'hui un de vos amours premiers, finalement, ce côté un petit peu club de village. Oui, bien sûr, parce que pour moi, la base de mon engagement en politique a été au départ ma vie associative. J'ai commencé très tôt dans le club de foot du village parce que j'étais footballeur moi-même, donc à 15 ans, donc j'ai été éducateur. Et après, forcément, quand on a un petit club avec peu de moyens, peu de licenciés, on est amené à faire éducateur, trésorier, après président, etc. Donc vraiment, c'est cette vie associative, de quelque part l'envie de donner aux autres la passion de l'engagement qui a fait qu'après, je me suis présenté en tant que maire de la commune. Et alors, aujourd'hui, on est bien plus loin. Depuis décembre 2015, vous êtes conseiller régional auprès de Laurent Wauquiez, président de la région. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vous apporter, justement, cet ancrage régional pour finalement servir les petites communes qu'on oublie trop souvent ? Et quand je me suis engagé aux côtés de Laurent Wauquiez, il avait une volonté qui était claire, c'est-à-dire de remettre des moyens au niveau des collectivités et de simplifier la possibilité pour elles d'avoir des investissements, d'avoir des fonds. Donc du coup, jusqu'à avant, on avait des fonds qui étaient gérés avec des usines à gaz, des dossiers, des études qui étaient demandées. Et là, le fait d'arriver avec une nouvelle majorité, on leur a dit aussi qu'il y avait au niveau des communes, et surtout les petites communes, des difficultés à monter des projets. Parce que bien souvent, quand on a une commune, on va dire entre 0 et 3000, 3500 habitants, on n'a pas forcément le secrétariat qui suit pour faire des demandes de subventions et des suivis. Donc on a voulu vraiment rationaliser, simplifier pour que l'ensemble des communes de Auvergne-Rhône-Alpes puissent bénéficier de fonds régionaux. Et ces fonds régionaux, quelque part, on les a aussi sortis en faisant d'énormes économies sur le fonctionnement de la région. Et on a commencé par les élus. Et ils en sont conscients, justement, les élus des petites communes. Alors, écoutez, ça a changé la chose, concrètement ? Écoutez, au niveau des... Oui, parce qu'avant, ils avaient un dossier d'une 50aine de pages à remplir avec des études complémentaires, etc. Maintenant, on est sur un dossier de 4 pages. On a mis en place un référent régional par communauté de communes. Et maintenant, il y a un dialogue qui s'est institué avec 3 fonds destinés aux collectivités. Donc oui, ils s'en sont rendus compte. Bon, bien sûr, comme on était au début, sur l'année 2015-2016, il y a eu un petit peu de flottement. Mais maintenant, les élus sont quand même satisfaits et redemandent des dispositifs tels que le contrat Ambition Région.
Justement, ouais, c'est dans les tuyaux. D'autres facilitations de démarches pour les élus locaux? Oui, de toute façon, je pense qu'on est arrivé à l'objectif. On avait un objectif sur 5 ans de réduction des dépenses de fonctionnement pour mettre sur l'investissement. En 3 ans, on a réussi à l'obtenir. Et la volonté, c'est bien évidemment de pouvoir mettre des dispositifs supplémentaires. Là, on l'a fait avec les maisons de santé pluridisciplinaires. On le fait de plus en plus. Alors, ça passe par les communes, mais également les clubs de foot pour les mises en accessibilité, pour favoriser l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Donc, à chaque fois qu'on peut avoir des fonds liés aux économies, on le remet avec un dispositif qui est très très simple pour les collectivités pour obtenir ces dotations. Et comme on voit qu'au niveau national, on a des baisses de dotations au niveau de l'État, donc chaque année de plus en plus conséquentes. On a également la hausse pour la Haute-Savoie du fonds de péréquation intercommunale et communale. Les fonds régionaux et départementaux, parce que j'associe le département qui est systématiquement à côté de la région, sont très appréciés. Oui, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est sine qua non pour toutes ces petites communes, clairement. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes également premier vice-président de la commission Relations internationales et accords agricoles au sein de la région. C'est un terme qui en impose. Concrètement, ça consiste en quoi exactement, cette commission? Écoutez, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a pas mal de projets de collaboration avec certains pays dans le monde. Et du coup, on étudie régulièrement quelles sont les possibilités de coopération entre ces pays. Le cluster montagne, entre autres, j'imagine ou... Non, on n'a pas la montagne, mais on peut avoir des relations économiques, notamment avec Las Vegas aux États-Unis. On a des relations également avec la Russie. On a des relations avec des pays d'Afrique également, et la Chine, bien évidemment. Et la volonté, c'est d'intensifier ce pôle relationnel entre les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes qui voudraient se développer à l'international et de pouvoir les accompagner. Et on le fait par le biais d'acteurs locaux dans ces différents pays. Il y a vraiment une reconnaissance au niveau international justement du savoir-faire, de la plus-value que peut apporter Auvergne-Rhône-Alpes à différentes collectivités dans d'autres territoires? Oui, bien sûr, parce que quand on regarde au niveau de la Haute-Savoie, on a le système du décolletage, on a le cluster montagne, etc., avec des belles innovations. On a aussi des pôles d'innovation au niveau de Grenoble, on a la Plastic Valley à Oyonnax. Donc vraiment, on est reconnu avec une forte expertise dans certains pays que l'on souhaite bien évidemment développer et que certains pays souhaitent acquérir les compétences. On l'évoquait il y a quelques minutes avec Fanette de Buisson. C'est vrai qu'il y a un autre sujet qui fait beaucoup couler d'encre depuis quelques années. C'est justement les échanges de chaque côté de la frontière. Notamment, vous êtes président du comité de pilotage du RER Sud-Léman, ce qu'on connaissait il y a quelques années comme le Tonkin. Tout à fait. Là-dessus, c'est un dossier énorme. Comment on peut concrètement avancer, faire se rencontrer les acteurs? Parce que j'imagine que les premières barrières sont là, de faire discuter Français et Suisses autour d'une même table et avoir les mêmes billes. Écoutez, moi j'ai eu la chance d'arriver à la présidence du comité de pilotage sur un projet qui avait déjà été voulu par des élus et par des associations, donc notamment une association qui est du RER Sud-Léman, qui est présidée par M. Grandcolo. Et quelque part, moi j'ai été le facilitateur. Donc en plus, étant président du groupe d'amitié France-Suisse au Sénat, j'avais beaucoup de contacts avec les parlementaires. Donc quelque part, on avait encore quelques freins au niveau local de certaines collectivités, mais le fait de mettre tout le monde autour de la table, le fait d'avoir la grande chance de l'arrivée du Léman Express, et on voit que maintenant, si on fait le maillage du lac Léman, il nous manque ces 17,9 km, fait qu'on arrive à faire adhérer les gens à notre cause. Et d'ailleurs, on avait le SIAC, on avait toute la communauté de communes du Pays d'Évian, on a beaucoup de collectivités également côté suisse, donc le canton de Genève nous suit, le canton de Vaud nous suit, le canton de Valais nous suit. Et pour vous dire à quel point ce projet est important et voulu de part et d'autre de la frontière, parce qu'on a aussi le département et la région, bien évidemment, qui ont mis des lettres de soutien, c'est qu'il y a un appel à projet au niveau de la Suisse qui s'appelle PRODES 2030. Et cet appel à projet va, donc, comme son nom l'indique, jusqu'à 2030, gérer tous les projets ferroviaires et mettre des financements. Et aujourd'hui, le RER Sud-Léman est en priorité 2. Il y a de fortes chances qu'il vienne en priorité 1. Donc, on aurait des fonds de la Confédération. Et pour passer de priorité 2 à 1, on a reçu 430 lettres de soutien. Que ce soit de collectivités, d'acteurs, d'associations, etc. Donc, on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond en faveur de ce projet. Alors concrètement aujourd'hui, le fait est là, il y a à peu près 10 ans de retard sur toutes les infrastructures routières, ferroviaires qui passent de chaque côté de cette fameuse frontière. Est-ce que grâce au RER Sud-Léman, grâce au CEVA, au Léman Express, etc., on va revenir dans les clous ou il y aura encore du travail vraiment à fournir? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer tous les projets qui sont en cours, que ce soit la 2 fois 2 voies dans le Chablais, que ce soit bien évidemment la continuité du Léman Express, mais également les navettes
être lacustre. Donc après, j'imagine que quand on aura développé toutes ces solutions de transport en commun, on arrivera à réduire la pression qui est sur les routes. Mais maintenant, il y a une telle pression, il y a une telle évolution démographique que j'ai bien peur qu'on ne fasse que limiter l'impact des nouvelles arrivées sur le territoire. Je reviens à votre casquette nationale. Oui. Vous faites partie de beaucoup de commissions, de groupes qui sont majoritairement, dites-moi si je me trompe, mais voués vers l'international, vers les relations avec d'autres pays. Je veux dire, comment on arrive là-dedans, et même en tant que deuxième sénateur plus jeune de France, est-ce qu'il y a un souci déjà en arrivant, même si vous avez maintenant le recul de quelques années ça se voit pas. Mais comment on arrive à faire valoir justement aux sorties de Arta les relations internationales ? Écoutez, je pense que sur l'aspect relations internationales, ça a commencé à venir, pas en 2014, mais qu'à partir de 2016, et pour le Sénat, avec ma vice-présidence à la Commission des Affaires européennes, donc en 2017. Mais déjà, vous l'avez dit, j'ai aussi une expérience professionnelle où j'étais frontalier, et donc moi, j'ai toujours aussi une partie d'activité à l'UEFA, donc j'ai une connaissance de l'anglais, de nombreux pays, parce qu'on travaille avec des confédérations. Donc ce qui fait que naturellement, quand on travaille ces dossiers, quand on a certaines compétences, on est amené, ou du moins on est proposé pour prendre ses responsabilités. Récemment, vous faisiez partie d'un groupe justement sur le libre-échange entre l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que sur des dossiers qui peuvent paraître lointains comme ça, on peut en tirer des enseignements qui sont regroupables au sein de notre département, au sein de notre région ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des accords, bien souvent, on a, et c'est surtout à l'approche des élections européennes, nous on arrivera en 2019, on a des critiques de la part des concitoyens et même des parlements, parce que sur l'opacité des tractations qui ont lieu entre, pour le coup, l'Union européenne et les pays concernés. Donc ce qu'on a voulu par le biais de la Commission Affaires européennes, c'est de pouvoir saisir le Parlement européen et de pouvoir, pour la première fois, c'est la première fois dans l'histoire de la République, et c'est la première fois qu'un pays le fait, qu'un Parlement va regarder ce qui a été fait et qu'on puisse juger de la qualité du travail, et si ça ne nous plaît pas, on peut stopper la procédure. Donc c'est déjà important, cette prérogative qu'on peut avoir au niveau du Sénat. Après, les avantages qu'on peut avoir, bien évidemment, sur des relations de libre-échange, on a des producteurs en Haute-Savoie, on a des producteurs en région Rhône-Alpes, on a certains produits, etc., qui peuvent être amenés à passer dans ces accords de libre-échange et du coup créer de l'emploi localement. Et ça, on y fait très attention. On peut aujourd'hui imaginer un reblochon partir en Nouvelle-Zélande. Oui, c'était un des points de blocage et il va être levé partiellement. Oh, ça fait plaisir à entendre. Oui. On a une question sur Facebook d'un de nos téléspectateurs qui dit « Quid aujourd'hui dans le département du logement pour les jeunes et des non-frontaliers surtout ?» parce qu'on ne pense pas assez à eux. Oui, alors écoutez, pour l'instant, c'est vrai que c'est une préoccupation qui aujourd'hui m'occupe parce qu'on va avoir une prochaine loi sur le logement qui s'appelle la loi Elan. Et là, je suis en train de travailler éventuellement avec des entreprises, avec des organismes pour pouvoir essayer de créer une mobilière où on aurait, donc je parle pour les travailleurs qui ne travaillent pas, qui ne sont pas frontaliers, où on aurait la possibilité pour un employeur de prendre des parts dans des appartements qui pourraient mettre en location à des prix modérés pour une personne qui viendrait occuper un emploi avec, un contrat de travail qui serait lié à un contrat dans une habitation. Après, pour les jeunes, bien évidemment, il faut qu'on arrive à développer le logement aidé, mais là, il faut aussi qu'on arrive à faire une certaine pédagogie parce que bien souvent, y compris dans les villages, c'est pas toujours très facile de faire accepter les logements aidés. Il faut vraiment qu'on arrive à dire, oui, c'est pour nos jeunes, c'est pour nos aînés, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a 70% de la population de Haute-Savoie qui peuvent prétendre au logement aidé. C'est dans les clous, concrètement, ces dossiers-là, ça fait partie des priorités au niveau régional déjà Alors, pour l'aspect logement aidé, moi, ce n'est pas dans ma compétence, voilà, bien évidemment, mais sur le texte de la loi Elan et pour pouvoir faire des logements en collaboration avec les entreprises, pour pouvoir faire venir ou salarier des gens en leur proposant un logement à prix modéré, je travaille dessus en ce moment avec les ministères, avec la commission, parce que je suis à la commission aménagement du territoire et développement durable. Monsieur Alperla, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Et on va passer tout de suite à l'instant sport, malgré l'absence de Sébastien Germain. C'est parti, c'est tout de suite.
Bon, vous inquiétez pas, Seb, il est excusé. Il m'a juste délégué en fin de journée quelques résultats. Je vais essayer, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être à la hauteur. Et on va commencer tout de suite avec un reportage réalisé par ses soins, forcément sur un incontournable du département. Je veux bien sûr parler du derby entre l'US Annecy et le club de Rumilly. On parle rugby, bien évidemment. C'était ce week-end. Tout de suite, c'est le résumé. Dans ce nouveau derby de Fédéral 2, ce sont les visiteurs de l'US Annecy qui rentrent le mieux dans la partie face à des Rumiliens pourtant leaders de la poule 3. La domination annécienne se matérialise à la 10e minute avec cette pénalité de Christian Gandhi. Rumilly réagit 10 minutes plus tard en mettant à la faute le pack annécien. Léo Munoz égalise à 3 partout. On retrouve ce même Léo Munoz 5 minutes plus tard avec cette tentative de drop qui trouve le poteau. Fort heureusement, l'ouvreur rouge et noir aura plus de réussite sur la pénalité qui suit, 6-3 pour Rumilly. L'US Annecy est bien en place dans cette première période. Nouvelle démonstration à la demi-heure de jeu avec un essai signé Christian Gandhi. Les Bleus mènent 10-6 après la transformation. Mais ce ne sera pas le score à la mi-temps, puisque le RCS Rumilly va inscrire un superbe essai après une action collective sur toute la largeur du terrain. C'est finalement Victor Jacquet qui aplatit. Score à la pause, 13-10 pour Rumilly. En seconde période, le combat se durcit. Annecy tente de revenir au score, mais le pack rumillien tient bon en défense. La décision va alors se faire dans les 5 dernières minutes. La très belle percée d'Emmanuel Husquin profite à Alban Thomas, qui marque l'essai. 23-10 pour les Rouges et Noirs. Et même si Annecy marque un second essai en toute fin de match par Jean-Baptiste Pascal, c'est bien Rumilly qui s'offre le derby 23-17, tout en restant invaincu dans son stade des Grangettes. Ça a été âpre parce que bon, ils sont aussi sur une belle série et ils ont des bons joueurs. Et donc voilà, on savait que ça allait être dur, ça a été confirmé, mais bon voilà, l'important c'était de gagner. Donc c'est ce qu'on a et voilà, on retiendra ça, on retiendra une bonne réaction en deuxième mi-temps, mais voilà, ça a été compliqué. Comme j'ai dit, le but c'était de gagner, on est bien content, on est soulagé. Leader depuis maintenant 4 journées, Rumilly s'accroche tant bien que mal à son fauteuil de leader pour préparer au mieux les phases finales. C'était un peu l'objectif des débuts d'année, c'était de rester invaincu à la maison et puis garder la première place jusqu'à la fin, quoi. On a réussi à la mettre la main dessus et maintenant il nous reste 2 matchs à faire pour la garder. Du côté d'Annecy, on se consolera avec une bonne production d'ensemble et le point du bonus défensif. Ça joue à pas grand chose, quoi. Une mêlée perdue en première mi-temps, on se prend cet essai alors qu'on fait une super première mi-temps. Après voilà, je pense qu'on était en combat, on y était, on avait préparé ce derby et c'est frustrant. C'est dur parce qu'il y a la défaite au final, mais on a tous fait le job et puis voilà quoi, la saison continue, on va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer de bosser puis on va aller le plus loin possible cette année, quoi. À 2 matchs de la fin de la saison régulière de cette Fédérale 2, les 2 équipes au savoyardes sont toujours en très bonne position au classement pour les playoffs. Allez, on change de sport et on passe sur les spatules car direction Châtel, ce week-end, c'était le week-end des championnats de France de ski. Là encore, forcément, les Bleus ont brillé puisqu'il n'y avait que, haha, la bonne blague. Et on va tout de suite regarder une petite interview des 2 champions de France sacrés ce week-end. Il s'agit bien sûr de Victor Muffajandet en slalom et Tessa Worley, la puce du Grand Bornand, qui a été sacrée en Super G. Tout de suite, je vous propose de les écouter. Écoute, c'était vraiment des super courses. Voilà, pas facile à l'attente, c'était un peu long aujourd'hui, mais finalement la 2 était encore super bonne à skier, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer d'aller chercher ces 2 titres. Et il y avait quand même une bonne pression au départ avec tout le monde, on a bien joué le jeu à fond, donc vraiment déjà des bonnes sensations, donc c'est super positif pour la journée. Moi j'aimerais que ça s'arrête jamais, j'aime tellement le ski que j'aimerais toujours courir. C'est vrai que c'est difficile, nous on a énormément de mois de préparation pour pas beaucoup de mois de course. Donc voilà, c'est vrai que moi je voterais pour un hiver un tout petit peu plus long mais avec plus de temps libre dans l'hiver parce qu'on est vraiment finalement de novembre à mars on n'arrête pas du tout, mais voilà, c'est comme ça. Il y a encore des belles journées au mois d'avril, on va déjà commencer à préparer la saison prochaine. J'ai à cœur de toujours vouloir faire mon meilleur ski au championnat de France comme tout au long de la saison. C'est une course qui est importante pour moi, c'est vrai qu'on court avec tous les jeunes en devenir et on a envie de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, j'avais à cœur de performer. J'avoue que c'était pas évident parce que je me suis sentie assez fatiguée dès la première manche, mais voilà, j'avais envie, j'ai pas lâché à la deuxième manche et malgré le terrain compliqué, c'est pas évident là, les jeunes elles se battent bien, c'est cool. Et malgré tout ça, j'ai réussi à l'emporter et je suis super contente.
Bravo à ces grands champions, hein. On reste sur les skis, on reste sur la neige et on passe du côté de Tignes avec quelques images de Marie Martineau, là récemment médaillée d'argent au JO de Pyeongchang. C'est donc en halfpipe, la skieuse de la Plagne qui a fait cette fois-ci la der des der. Elle donc part en retraite pour la deuxième fois de sa carrière après une très belle dernière étape de Coupe du Monde. C'était donc à Tignes. On la regarde à la fin de son run et elle s'impose sur la deuxième marche du podium. Et on va l'écouter du coup, Marie Martineau. Je me sens super bien. J'ai fait le job. J'ai adoré faire du halfpipe. C'est un truc qui me rend très heureuse. Et donc ce soir, c'était assez émouvant. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de réussir à contenir toute cette émotion pour pouvoir être capable de skier. Et donc je pense que j'ai réussi. Alors c'est chouette. Je suis ravie. Elle a aussi une très très grande championne, bravo à elle pour toute sa carrière et pour toutes les émotions qu'elle nous a transmises de l'autre côté de la télévision. On va finir cette émission avec une interview réalisée par Sébastien Germain un peu plus tôt dans l'après-midi. Il interviewait le président du club des pionniers de Chamonix qui ont réussi à se qualifier. Tout de suite, on regarde cette interview réalisée dans les conditions du direct, ici même sur ce plateau. À toi Seb. Bonsoir. Alors j'imagine que l'heure est au soulagement après ce maintien arraché à la dernière journée. Oui, clairement, c'est un résultat totalement inattendu et même inespéré. Et donc, il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire et dans la patinoire vendredi soir, sur le coup des 23 heures. Hein, surtout qu'on a fini le match 3 minutes avant Strasbourg-Épinal. Et donc, on a dû patienter tous pour avoir le résultat et finalement, c'est la bonne surprise. Alors, il faut souligner la grosse force mentale de votre staff et de vos joueurs qui n'avaient plus leur destin en main après cette défaite du côté de Strasbourg. Hein. C'est clair, il y avait une mobilisation générale de la part de la totalité de l'encadrement technique et surtout des joueurs. Et les joueurs ont mis un point d'honneur à terminer la saison à Chamonix par une victoire. Est-ce que malgré l'euphorie ambiante, là, quelques jours après cet exploit, il n'y a pas un peu de frustration de se dire qu'il aura fallu attendre cette dernière journée, alors qu'on rappelle au début de cette poule de maintien, vous aviez 10 points d'avance sur Strasbourg? Oui, il est clair que les points d'avance que l'on avait à la fin de la saison régulière nous assuraient un matelas relativement confortable pour ces play-downs. Et puis un concours de circonstances, en particulier le match à domicile contre Strasbourg, où on perd 2-0, on a 47 buts pour nous, 12 buts pour eux, et puis on n'arrive pas à la mettre au fond, et c'est ce qui provoque cet état de stress jusqu'à la fin des play-downs. Ce maintien, c'est aussi l'occasion de faire taire vos détracteurs, hein, ceux qui pensaient que les pionniers n'y arriveraient pas après l'été dernier que vous avez connu, l'été dernier très agité que vous avez connu. Oui, je rappelle, l'an passé, on était relégués et après repêchés le 13 juillet. On a commencé à monter l'équipe et monter le projet au 13 juillet, alors que toutes les équipes de Magnus avaient déjà fait leur marché pour les joueurs et pour les entraîneurs. En plus de ça, un début de saison chaotique au niveau des entraîneurs, en le sens où beaucoup de gens nous ont pas suivis. Et je crois que c'est la force mentale des gens de la vallée de Chamonix, de l'ensemble de l'encadrement de l'équipe et des joueurs qui ont été recrutés qui nous a permis de passer tous ces mauvais caps. Avec en plus, il faut toujours avoir ça à l'esprit, le mauvais épisode d'Alain Birbaum qui était véritablement une pointure, l'international suisse qui tenait la baraque derrière, qui tenait le vestiaire et qui pour des raisons contractuelles a préféré partir au début du mois de décembre pour rejouer en Suisse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intersaison va être agitée du côté de Chamonix? Non, clairement non, parce que dès dimanche, on a au niveau de l'encadrement et en particulier du directeur sportif Christophe Ville, on a commencé à discuter avec les joueurs, avec l'entraîneur, avec l'encadrement technique pour prendre la température de simplement ceux qui voulaient continuer l'aventure avec les pionniers pour l'an prochain. Donc cette année, clairement au niveau du calendrier, on a quasiment 4 points d'avance par rapport à l'année passée. Donc ça devrait être, à mon sens, beaucoup plus simple et beaucoup plus constructif cette année. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas rééditer justement pour ne pas connaître une prochaine saison aussi compliquée?
Bon, clairement, on a cette année, on a un budget de 1,1 million, même pas 1,050 000. Pour Existant Magnus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour Existant Magnus, il faut un budget de 1,5 million. Donc clairement, ça nous manque des budgets. Alors, on est en contact avec quelques partenaires majeurs. Les pourparlers avaient été suspendus parce qu'on s'orientait vers de la D1. Et il est évident que ces partenaires majeurs n'étaient pas très chauds pour vivre une aventure en D1 avec les pionniers. Là, aujourd'hui, ça change tout. Et on va également, je vais prendre des initiatives au niveau des acteurs économiques de la vallée de Chamonix pour les sensibiliser, je dirais même plus, pour les responsabiliser, à savoir que si on veut une équipe des pionniers de hockey sur glace qui assure un spectacle, 25 spectacles par an, si on veut qu'on existe en Magnus, il faut que la totalité des acteurs économiques de la vallée de Chamonix soit derrière nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Bernard Mollet d'avoir pris quelques minutes. Profitez bien de cette coupure, ça va faire du bien et puis on se retrouve la saison prochaine. Ça marche, au plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Et merci à Sébastien Germain pour ses propos recueillis in extremis à quelques minutes avant le début de l'émission. Fanette, on te retrouve dans quelques minutes aussi, c'est le JT et on va évoquer plusieurs titres, à commencer par Glisse en cœur qui s'est très bien passé. Voilà, qui s'est très bien passé. Déjà, il faisait très beau par rapport à l'année dernière. Ça joue beaucoup, donc beaucoup de monde. On est là-haut. Ah oui, on est là-haut. On est là-haut, nous. Là. Et donc, ils ont collecté plus de 400 000 euros. Donc, c'est un véritable record. 100 000 euros de plus que l'année dernière. Et tout ça au profit de l'association TFA qui se bat pour donner un peu de répit aux familles qui ont un enfant qui souffre de handicap mental. Donc, voilà, une belle cause, une belle journée. Tout bien. Super, et un super reportage. Et un super reportage d'Emmanuel Jaude. Ensuite, on part s'intéresser à Pâques et au beau métier qu'est le chocolatier. Voilà, c'est Olivia Boisson, la gourmande, qui est allée dans la chocolaterie qui est située au col de l'Echerenne. Donc voilà, elle nous propose une petite visite dans les coulisses à quelques jours des fêtes de Pâques. T'as déjà acheté tes chocolats ou pas ? Non, pas encore. Mais moi, c'est toute l'année, tu sais. Ah, c'est toute l'année, oui, je sais. J'ai pas besoin de Pâques ou de calendrier d'avant, c'est toute l'année pour moi. Merci beaucoup, Fanette. Dans quelques minutes, le JT. Mais pour l'heure, cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est sur 8 Mont Blanc que ça se passe.